Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'interviewe Jérôme Guidou, fondateur de Sales Troopers. Jérôme est passé par les meilleures écoles de vente, Xeros, Up2. Il est aujourd'hui coach et accompagne les entreprises dans leur développement commercial. On va parler d'un sujet fondamental avec lui, le closing, et comment gérer un compelling event avec son prospect. Cet épisode va vous aider à accélérer votre cycle de vente et à mieux closer. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à la fin de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous pouvez également visiter vive.fr pour voir nos activités autour de l'entraînement des commerciaux. Bon épisode à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme Guidou. Jérôme, bonjour. Bonjour Alexandre. Jérôme, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter ton parcours? Ouais, avec plaisir. Écoutez, Jérôme Guidou, moi, ça fait à peu près 7 ans que je fais du commerce au sein de différentes entreprises, notamment sur Paris, dans le soft et dans la vente de services. Je suis passé chez des gens comme Xerox au tout début de ma carrière, chez qui j'ai fait un peu plus de 2 ans et demi. Ensuite, je suis passé par une boîte hyper structurante commercialement parlant qui s'appelle Up2, sur un poste pareil d'account exécutive, à aller adresser tout le marché des startups, éditeurs de logiciels, intégrateurs, cabinets de conseil. 3 ans à ce niveau-là qui m'ont donné le goût de justement de l'édition de logiciels, et donc je rejoins une société qui s'appelle Digimind sur un poste de management commercial sur une zone IMIA. Suite à Digimind, je me dis, je suis quand même passé par des entreprises qui m'ont permis de me structurer commercialement et qui m'ont appris beaucoup de choses. Je me rends compte qu'autour de moi, finalement, la connaissance sales est quand même assez peu présente en France et dans beaucoup de sociétés. Et donc, je décide de me mettre à mon compte en freelance. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises à se structurer commercialement à différents niveaux, que ce soit sur les méthodes, sur l'organisation, sur le recrutement, bref, tout ce qui fait finalement une bonne équipe commerciale bien efficiente. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je fais ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu es passé par des belles écoles avec Xeros, Up2. Alors, je connais moins Digimind, mais c'est quand même des belles références sur la vente, hein. J'ai accueilli Quentin d'Up2, Quentin de Mad. Ouais. Je sais très bien que ils ont. D'ailleurs, ils vendent aussi des formations Up2, Ouais. mais c'est pas mal de passer par là pour pour ce sujet. Clairement. Et tu me disais que Xerox, c'était encore autre chose. C'était plus, on te faisait sortir ta zone de confort Ouais. et tu devais vraiment t'y filer et puis, et puis pour performer. En fait, ce qu'il y a, c'est que Xerox, c'est une des premières sociétés, je pense pouvoir le dire, mondiale, qui a commencé à se poser des questions sur ce qu'est un cycle de vente. Et donc à avoir des méthodes bien définies, une méthode chez Xerox qui s'appelle le Spanco, tout simplement, qui va être l'équivalent des choses beaucoup plus évoluées qui aujourd'hui on appelle le MEDIC ou ce type de méthode-là. Et en fait, c'est une structure dans laquelle déjà tu vends un produit à l'époque qui est un produit un peu phénoménal, donc tu permets aux entreprises de dupliquer des documents à une époque où finalement tout est papier. C'est quand même assez fou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un marché qui s'est vite rempli de concurrents. Et aujourd'hui, Xerox a toujours un positionnement qui est premium. Vendre un photocopieur aujourd'hui avec tous les contrats de maintenance, d'entretien et tout ce qui peut être en GED par exemple en surplus, finalement tu le vends 40% plus cher que tout le monde, alors que tu as un produit qui est à peu de choses près. Je sais que les aficionados me taperont dessus si jamais ils écoutent ce podcast, mais qui finalement fait à peu près le même job que certains autres copieurs qui sont 40% moins chers. Et donc, quand tu réussis à faire une vente, il y a pas mal d'opiniâtreté, parce que c'est encore l'école où tu fais du porte-à-porte, tu fais beaucoup de phoning. En fait, ça t'apprend vraiment à être résilient et ça t'apprend à finalement les prémices de la vente de valeur, parce que tu vends la même chose que finalement ton concurrent, mais tu le vends beaucoup plus cher que les autres. Et donc, si tu arrives à passer, c'est que finalement, tu as bien appliqué ce qu'on t'a appris, qui est la méthode Franco. Et c'est une des premières sociétés, moi j'avais jamais vu ça, où tu passes des certifications tous les 6 mois pour être apte à continuer à vendre la gamme de copieurs Xerox. Et si t'as pas ces certifications-là,
Je sais pas exactement ce qui se passe parce que nous, on les a toujours eus là où j'étais. Mais en tout cas, t'es pas au niveau pour être chez Xerox, quoi. Donc ouais, une belle structure qui m'a bien appris et qui m'a permis, qui m'a un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu fait les pieds, quoi. Voilà. Ouais. Oui, et puis c'est assez complémentaire. Donc chez Xerox, tu vendais du hardware, Ouais. tu as appris la vente de premium, la vente de valeur, et après tu es passé chez Up2, où là tu vends du service, hein, tu vendais des services de Ouais. recrutement. Et là où tu as appris les méthodes de structuration d'équipe, et je trouve ça assez complémentaire Ouais. comme expérience. Ben, là où l'école Up2 est juste dingue, c'est que elle est managée par des gens qui viennent du commerce, qui sont des vrais professionnels de ça. Tu l'as dit, tu as interviewé Quentin. Et en fait, il y Ouais, a un véritable ADN de formation et de montée en compétences des commerciaux. Et ce qui fait que finalement, tu sors de 3 ans et demi chez eux. C'est une véritable école de vente. Et donc, en surplus de Xerox, là où effectivement on a fait tout le hardware et un peu de soft quand même, parce que c'est à ce moment-là que ça arrivait, l'école ouais, Up2 par-dessus. Et c'est là que je me rends compte, je me dis, bah, effectivement, à force de discuter avec des entreprises, tu sais, chez Up2, tu es tout le temps en train de... Tu démarches plein de structures, donc tu as une culture business qui est quand même assez riche, et tu te rends compte de comment ça se passe dans pas mal de boîtes. C'est là que tu te dis, bah, finalement, les basiques de la vente, malheureusement, je pense que c'est culturel en France, on n'aime pas trop nos vendeurs, c'est en train de changer, mais ouais. donc voilà, et ce qui fait qu'en fait, bah, on a peu de bons commerciaux sur le terrain. Et donc c'est là que je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de partager la connaissance que moi j'ai acquis de part de certaines personnes qui sont des gens costauds sur le sujet, quoi, tout simplement. Voilà. Ok, bah voilà, c'est l'objet du podcast, donc je te remercie d'intervenir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu voulais parler d'un sujet bah, qui est fondamental hein, dans la vente, c'est le closing, Ouais, et notamment comment apporter ton prospect à un closing, comment finalement rythmer les échanges pour mieux closer. ouais. Et donc, c'est toi qui as choisi ce sujet. Pourquoi, selon toi, ce sujet, il fallait en parler aujourd'hui? Pourquoi c'est important selon toi? Alors, première chose, parce que c'est le sujet numéro un de plein de sales. Quand tu vas voir des commerciaux et que tu leur dis sur quoi je peux t'aider, ils te disent le closing. Moi, c'est le closing, tout va bien, c'est vraiment le closing. Donc ça, on va voir que c'est un sujet qui, en fait, le closing se prépare. Hein. C'est pas juste, j'ai fait bien ma découverte et puis finalement, je me craque sur le closing. Généralement, quand tu as un closing qui se fait pas, c'est qu'il y a un problème en amont dans la vente. Et tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une notion qui est hyper importante pour bien amener un closing, qui est une notion de ce qu'on appelle du compelling event, qui est l'événement dans l'agenda, l'événement clé dans l'agenda de mon interlocuteur, donc de mon prospect, et donc au sein de son cycle d'achat, qui va faire que le projet va se déclencher ou pas. En fait, ce que je vois aujourd'hui beaucoup, et pour avoir pas mal formé sur cette méthode, c'est que on a des gens, et je fais un petit clin d'œil à Amine qui est passé dans le dernier podcast des héros de la vente. On a des gens qui sont excellents sur la découverte des besoins. Malheureusement, en fait, parfois, on a souvent des commerciaux qui oublient que quand tu poses des questions d'échéance, notamment, il y a une des questions qui est finalement pour quand est-ce que ce projet doit être live absolument, parce que vous avez des engagements auprès de votre direction, vous avez des engagements auprès de votre marché, vous devez, je sais pas, pivoter sur un nouveau mode de fonctionnement. Et cette question-là, généralement, elle n'est pas répondue. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le closing ne se fait pas. Parce que le commercial n'est pas capable de se mettre en phase avec le cycle d'achat de son prospect. On parle beaucoup en fait en tant que commerciaux de cycle de vente. Donc pour la plupart d'entre nous, R1, R2, R3, closing ou pas closing, ou R1, R2, R3, R4, R5 pour des sociétés qui vendent plutôt sur du mid-market ou du grand compte. Mais en fait, on se pose jamais réellement la question de dire, mais finalement, quelle est la réalité de mon interlocuteur dans son cycle d'achat? Il est nécessaire de voir une chose, c'est que typiquement, nous, quand on considère qu'on passe au R2, quand on a fait notre R1 de découverte, on se dit, bon, bah, je vais passer sur la phase plutôt soit de démonstration, soit de proposition commerciale si on est sur des cycles de vente assez rapides. En fait, ce qu'il faut voir, et ce que beaucoup de commerciaux n'ont pas en tête, c'est que notre interlocuteur, qui est notre prospect, qui peut être un Chief Digital Officer, un CMO, un directeur commercial, lui, bah, en fait, il va rester à cette phase de R1 parce qu'il t'a rencontré toi, mais potentiellement, il a encore 3 autres prestataires à rencontrer. Et donc, en fait, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Si tu arrives avec une proposition commerciale, alors que lui n'a même pas encore fait complètement le tour des différents interlocuteurs qu'il a envie de rencontrer,
bah, tu es beaucoup trop tôt dans le cycle de vente et donc tu te décrédibilises. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Donc, je pense que comment amener un closing est un sujet important pour beaucoup de commerciaux. Ça va être un sujet qui est assez opérationnel dans la suite de ce qu'a fait Amine la dernière fois, mais qui, à mon avis, peut donner certaines clés à certains commerciaux qui sont sur le terrain et qui se posent la question de dire mais pourquoi est-ce que je close pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que souvent quand tu débutes dans la fonction commerciale, tu fais ton premier rendez-vous, tes premiers rendez-vous avec tes prospects, Ouais. et en fait tu laisses la balle dans le camp de ton prospect en te disant que de toute façon c'est lui qui va décider ou non de faire avancer les choses. Mm. Et en fait, ce que tu te rends compte avec l'expérience, c'est que souvent, si toi en tant que commercial tu rythmes pas la vente en faisant des relances, en demandant où vous en êtes, etc., etc., il peut très vite ne rien se passer en fait avec ton prospect. Et c'est ça dont tu vas nous parler. Exactement. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a un phénomène qui est alors ça porte plusieurs noms, mais qui est la non-vente en fait finalement. Au final, il y a aucune décision qui est prise sur le sujet, puis ça ne fait que glisser, glisser, glisser. En fait, ce Ouais. qu'il y a, c'est que être capable justement, et je vais en parler juste après, être capable de justement pas que relancer un peu bêtement. Alors vous en êtes où? Alors vous en êtes où? Alors vous en êtes où? C'est comment est-ce que je vais faire en sorte d'engager mon interlocuteur sur une date qui est fatidique pour lui, pour être capable de construire l'intégralité de mon cycle en fonction de son agenda à lui et de manière à pouvoir relancer avec de l'intérêt et avec de la valeur. Et donc c'est comme ça que on est capable de faire avancer un closing, et ce closing se prépare dès le rendez-vous numéro 1 via le questionnement que tu fais en découverte des besoins, pardon, et qui va te permettre d'échéancer tout le reste de la vente en fait, tout simplement. Et donc ce compelling event, Ouais. vas-y, je t'en prie. Mais oui, justement, j'allais te poser la question sur le compelling event. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu fais. Yes. Ouais. Typiquement, tu vois, si je prends des cas que je connais bien, dans le recrutement, il y a 2 compelling events qui sont déjà de base très forts dans les entreprises, qui sont par exemple la rentrée de septembre et la rentrée de janvier. Quand tu discutes avec un directeur commercial ou un CEO d'une boîte, généralement, leurs objectifs vont de septembre à septembre ou de janvier à janvier. Ce qui fait qu'en fait, quand tu prends contact, toi, en tant que commercial qui vend des prestations de recrutement, en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà de base, tu vas t'intégrer dans une logique de ton interlocuteur qui est de dire, moi, je veux qu'en septembre, tout le monde soit prêt, tout le monde soit formé et tout le monde soit prêt à attaquer, à prospecter. Et ben, typiquement, la rentrée de septembre, pour mon interlocuteur qui est le CEO / le directeur commercial de la boîte, son compelling event à lui, c'est la rentrée de septembre. Et donc, en fait, quel que soit le moment où tu appelles dans l'année, c'est à toi de bien identifier dans ton questionnement quel est l'élément qui va être déclencheur pour ton interlocuteur. Typiquement, si tu vends des outils, tu vois, d'écoute des réseaux sociaux, chose pareille que j'ai fait, tu vas avoir des nouvelles stratégies marketing, par exemple, dans les entreprises. Et ces stratégies marketing, elles ont des objectifs. On attend des retours de ces stratégies, de ces investissements. Et donc, ce qui fait qu'en fait, mon directeur marketing, qui est mon interlocuteur, lui, il sait qu'à une date clé, à un instant T, il doit avoir absolument déclenché le projet pour être capable de bien lancer sa stratégie. Et ben, lui, dans son agenda, il a une date, il sait à partir de quel moment ça devient critique pour lui de lancer ce projet-là. Et ça, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le compelling event. En fait, le compelling event, c'est le moment qui va être crucial pour ton interlocuteur d'avoir mis en place quelque chose. Et donc, en fait, une fois que tu as identifié ça dans ta découverte, une fois que tu as été capable de comprendre quelle était la réalité de ton interlocuteur et quel était l'espace-temps dans lequel lui se positionne, et ben en fait, tu vas être capable de remonter comment tu vas construire l'intégralité de ton cycle de vente. Typiquement, on le voit dans le soft. Admettons qu'on ait une société qui se dit moi, je veux qu'au 1er septembre, on ait mis en place un outil de gestion parce que nos bilans vont de septembre à septembre. Et donc, il faut absolument que cet outil-là soit opérationnel mi-août pour qu'on puisse commencer à travailler dessus début septembre. Toi, quand tu vends du soft, tu sais que généralement, tu vas avoir besoin de faire plus ou moins 2 semaines, 1 mois de formation. En amont de ça, il faut quand même avoir fait toute la validation contractuelle. Il faut avoir rencontré toutes les parties prenantes. Il faut être sûr d'être passé plus ou moins en dernier tour de tout ce qui va être proposition commerciale. Et donc, en fait, tu vas être capable de remonter dans le temps et d'échéancer chacune des étapes de ton cycle. Et donc, en fait, ce qui se passe,
c'est que à la fin de ton rendez-vous de découverte, tu vas être capable de dire à ton prospect, bah, écoutez, finalement, soit on est fin juin, vous voulez quelque chose pour fin août, et soit vous êtes déjà en retard, donc il va falloir qu'on aille très très vite, monsieur le prospect, ou soit typiquement, tu sais que tu es un peu en amont sur ton cycle de vente, et donc tu vas pouvoir étirer ou pas certaines phases. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu présentes les différentes phases à ton interlocuteur, qui sont, bon, bah on se rencontre aujourd'hui, on est, admettons, je sais pas moi, le 15 mai, vous souhaitez être équipé pour le 1er septembre, bah déjà, on va avoir une première phase que vous souhaitez faire de POC, potentiellement, qui va être d'1 mois. Donc ça, faut le compter. Ensuite, derrière, il va falloir qu'on se rencontre pour faire un bilan de ce POC. Derrière, je vais potentiellement vous faire une proposition commerciale qui va être validée par vous, par le CEO, par XXX et XXX ou les gens de l'équipe potentiellement. Va falloir qu'on ait une validation du légal. Potentiellement, si tu vends sur du mid-market ou du grand compte, tu sais que tu vas potentiellement te confronter aux achats. Et donc ça, c'est pareil, dans un cycle de vente, ça se prend en compte, parce que ça peut franchement être long parfois. Et derrière, toute l'implémentation et la formation des interlocuteurs. Et donc, en fait, quand tu présentes comment va se dérouler le cycle à ton interlocuteur, et tu es capable de le faire commit par rapport à ça, de dire, bah oui, effectivement, je suis d'accord, c'est les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer. Et ben si tu te rends compte que à la fin du POC, tu n'as plus de nouvelles de ton interlocuteur pendant une quinzaine de jours, ce qui arrive régulièrement, plutôt que d'appeler juste en disant bah, qu'est-ce qui se passe, t'appelles en disant on s'était mis d'accord sur un agenda de deal finalement et des différentes étapes. Si jamais on n'a pas de contact, vous et moi, et de validation du plan tarifaire sur lequel on pourrait s'engager d'ici la fin de semaine prochaine, on est en train de remettre en question votre entrée de septembre sur laquelle vous souhaitez être équipé et opérationnel. Et donc, en fait, tu relances en piquant au vif le projet de ton interlocuteur. Non pas juste en relançant, en disant qu'est-ce qui se passe. Et donc là où tu crées de la frustration finalement chez ton interlocuteur, et j'en ai ras-le-bol de ce commercial qui arrête pas de me relancer. Non, là, tu es plutôt un commercial conseil qui arrive et qui dit, bah voilà, par rapport aux échéances qu'on s'est données, si on souhaite délivrer votre projet mi-août pour être opérationnel début septembre, il est absolument nécessaire que vous nous mettiez en place cette réunion avec votre directeur commercial, votre CEO et vous-même pour qu'on puisse se mettre d'accord d'un point de vue contractuel. Et donc, en fait, ce compelling event te permet de tout rythmer. Voilà. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de rythmer tes échanges avec ton interlocuteur. Et en fait, tu établis avec lui un rétro-planning où tu te dis, voilà, telle date, il y a tel événement qui va se passer. Et du coup, je voulais savoir concrètement comment tu positionnes ce rétro-planning avec ton prospect et comment tu lui partages aussi concrètement comment ça se passe, alors moi je connais la réponse, hein, mais parce que on a bossé ensemble notamment sur une formation avec Human School. Yes. Et voilà, c'est quoi les outils que tu as à ta disposition pour partager à ton interlocuteur un compelling event? En fait, déjà, le premier outil, c'est ta découverte des besoins, toi, quand tu es commercial. Donc, en fait, c'est d'implémenter dans ta découverte des besoins des questions qui vont être finalement, mais pour vous, à partir de quand ce projet devient-il critique? En fait, déjà de base, sans compelling event, tu es capable d'identifier la société qui juste consulte pour voir ce qui se fait, de la société qui a un vrai projet. Donc, dès la découverte des besoins, tu es capable dans ton pipe, de prioriser ou pas une opportunité. Tu vois, typiquement, deux sociétés qui ont le même projet, qui sont sur le même secteur, il y en a une qui te dit oui, nous, on n'a pas particulièrement de date prévue de lancement, mais bon, on se renseigne. Déjà, tu sais que, à la différence de la deuxième société qui te dit, nous, il faut qu'au 1er septembre, ce soit live, déjà, tu les priorises pas de la même manière. Donc, ton premier outil, c'est Ouais. dans ta découverte des besoins, c'est quand tu poses tes questions d'échéance, de gratter et de manière à voir s'il y a un projet ou pas et à quelle date est-ce qu'il devient critique. Et deuxième chose, en fait, c'est, tu vois, faire ton rendez-vous numéro 1, donc ton rendez-vous de découverte. Et donc, à la fin de ton rendez-vous de découverte, si jamais tu te rends compte qu'effectivement, il y a un projet, tu es face au bon interlocuteur, il y a un budget, il y a de l'enjeu, il y a un véritable besoin, il y a un manque, il y a des pains, bon, finalement, ce que beaucoup de commerciaux essayent de faire. Là, ce que tu lui proposes de faire, c'est de mettre en place un outil qui va être collaboratif et non pas justement uniquement de l'information descendante en mode juste rétro-planning, parce que c'est toute la différence en fait du principe. Et donc en fait de lui présenter les différentes étapes, lui dire ce que je vous propose de faire, c'est qu'effectivement vous m'avez l'air dans une démarche où vous cherchez à vous équiper. On a pour habitude d'accompagner nos clients sur la structuration de leur projet et comment on amène à bien ce 1er septembre.
et je vous propose de vous présenter tout ça durant un call de 30 minutes la semaine prochaine, par exemple. Et donc, en fait, l'objectif de ce call-là, ça va être de partager les différentes étapes avec ton interlocuteur sur un outil collaboratif, de faire en sorte que lui s'engage dessus, à dire oui, effectivement, on est d'accord que c'est les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer. Et c'est en fait l'idée, c'est que ce soit même presque lui qui le remplisse, c'est lui qui te donne de l'info en fait. Tu vois, typiquement, moi je me souviens d'un deal que j'avais fait avec je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais une très grande chaîne d'hôtellerie très connue en France, qui fait pas que de l'hôtellerie, bref. Et donc en fait, Ouais. on avait on n'avait pas de compelling event. C'était au moment où j'étais pas encore bien formé à cette méthode. On n'avait pas de compelling event. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que tout le monde nous avait dit que c'était bon. On a la direction des achats qui devait nous rappeler. On n'avait pas accès à leur numéro de téléphone. Et le directeur des achats nous a rappelé un mois plus tard. Et donc, toi, en tant que commercial, bah, t'as beau dire oui, ça va signer, ça va signer. Devant ton manager, bah, t'es pas à l'aise. Ton manager, tu crées de la frustration, tout ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ton interlocuteur, comme ils disent, bah oui, généralement, chez nous, c'est vrai que les achats, ils sont pas beaucoup. Ils s'occupent de tous les achats du groupe. Et donc, généralement, vous en avez plutôt pour un mois. Tu vois? Et comme ça, tu sais que tu as une info qui est claire, qui est juste. Lui, il est au courant, finalement, de comment fonctionne sa boîte en interne. Et donc, en fait, tu es capable de construire tout ça Ouais. avec lui. Donc en fait, ouais, tu peux le matérialiser. Simplement, tu parlais d'outils collaboratifs. Tu peux le matérialiser sur un Google Doc ou un Complètement. Google Sheet partagé en ligne où chacun met des échéances et surtout où chacun est d'accord sur les échéances, Exactement. sur les prochaines étapes, quoi. Mieux vaut Présentation un... du dossier, Ouais. propal, etc., etc. Mieux vaut un... Ça, c'est un truc que je m'évertue à répéter chaque fois qu'on forme à cette méthode. Mieux vaut un très très bon compelling event qui soit plus loin dans le temps qu'un mauvais compelling event où toi en tant que commercial, tu sais, encore une fois, désolé, mais tu sais, tu serres un peu les fesses en te disant c'est bon, ça va passer, c'est sûr que ça va passer. En fait, tu es le seul à essayer de te convaincre que le compelling event de ton interlocuteur c'est dans 15 jours alors qu'en fait c'est dans 3 mois. Donc mieux vaut Ouais. voir un peu plus loin, mais d'être sûr que dans ton forecast et donc dans la manière dont tu vas faire tes prévisions de vente, tu sois sûr, parce que c'est un vrai projet qui est dans 3 mois, plutôt que d'essayer de te convaincre toi-même que finalement c'est dans 15 jours, alors que ça l'est absolument pas. Quoi. Ouais. Euh, tu m'as parlé en off du syndrome de la boîte noire. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, le syndrome de la boîte noire, c'est effectivement là où je voulais en venir. Je pense que les commerciaux qui vont nous écouter vont avoir un petit sourire. Tu sais, c'est le moment où en fait tu fais ton rendez-vous et ton interlocuteur, il retourne dans son organisation et là, tu perds complètement la main sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, à qui il parle. T'arrives pas à le relancer, il te répond plus, plus de mails, plus d'appels. Tu t'évertues à envoyer des SMS, à passer des calls, à envoyer des LinkedIn, à envoyer des mails. Et en fait, finalement, étant donné que t'as rien scripté et donc que t'as rien mis en place avec lui, bah, tu perds complètement la main sur ton interlocuteur. Alors qu'en fait, cette méthode, ce qui te permet en fait de justement garder la main sur ton cycle, sur l'intégralité du cycle, qui plus est quand tu fais des ventes qui sont généralement entre 4, 6, 8 mois, plutôt des ventes mid-market, cet outil-là va te permettre de rythmer ton cycle et donc de pas relancer n'importe comment à n'importe quel moment, mais plutôt relancer au bon moment avec le bon message, avec le bon interlocuteur et en apportant de la valeur. Parce que tu sais qu'en fait, lui, dans son rythme à lui, à cette phase-là, il en arrive à la fin de ce bloc-là, par exemple, tu vois. Et donc, en fait, cette Ouais. méthode de identifier le compelling end et de remonter l'intégralité du cycle te permet d'éviter le syndrome de la boîte noire où tu perds complètement la main sur ton interlocuteur et 6 mois plus tard, t'es sur ton CRM, tu prends ton opportunité, tu la passes en closé perdu, tu sais même pas pourquoi, et tu te dis bon bah un jour je le rappellerai puis on verra bien ce qui se passe quoi. Et 6 mois plus tard, tu te rends compte qu'il a signé avec quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, donc c'est bien connu hein, par beaucoup de commerciaux, ce syndrome. Et du coup, tu peux utiliser cette technique du compelling event finalement pour, entre guillemets, mettre un peu la pression sur un cycle de vente Exactement. et l'accélérer. En fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas, encore une fois, pour ceux qui vont nous écouter, si vous avez déjà eu des managers qui disent, mais appelle ton client, mets de l'urgence sur le cycle. En fait, le truc, c'est que si t'as pas de compelling event, tu peux pas mettre d'urgence, tu peux pas mettre de pression. Alors que si tu as un compelling event, tu peux mettre de la pression, tu peux mettre de l'urgence. Parce que tu peux rappeler que, bah, en fait, il y a encore plein d'autres étapes sur lesquelles il va falloir passer pour être sûr de délivrer. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que cette méthode-là va te permettre aussi de disqualifier une opportunité qui n'en est plus.
typiquement, tu te rends compte qu'un interlocuteur te répond plus et qui te donne plus du tout de temps et que tu es en train de passer les différentes étapes, tu te rends compte que tu es mi-juillet et que tu t'es même pas encore mis d'accord légalement sur les achats et à tous les niveaux, tu sais pertinemment qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Parce qu'en fait, tu connais l'agenda. Voilà. Donc, Ouais. donc c'est une bonne méthode. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, enfin voilà, l'épisode essaye de faire comprendre que c'est vraiment un outil qui facilite la vie du commercial, mais aussi du prospect, et que finalement, si tu oublies cette étape-là, comme tu l'as dit au début quand tu connaissais pas cette méthode, bah ça va te poser des problèmes pour closer, tu vas pas trop savoir quoi dire à ton manager, et du coup c'est vrai que c'est ce que vivent beaucoup de commerciaux, hein, mais cette simple technique, ça peut te permettre d'éviter beaucoup de frustration Ouais. et d'améliorer finalement ton tunnel de vente. Et puis, Donc voilà, ça c'est le message du jour en fait à retenir. et en fait, ça permet aussi différentes choses. Ça permet donc, par rapport à ton interlocuteur, effectivement de l'aider, parce que tu sais de quoi il va avoir besoin à quel moment. Donc, tu arrives avec de l'information, tu arrives avec des documents, enfin, tu arrives avec des choses dont il va avoir besoin selon l'étape du deal à laquelle on est. Donc, tu vas lui permettre d'avancer. Faut pas oublier un truc, c'est que la plupart des gens qui déroulent des projets dans les entreprises sont des gens qui sont juste complètement perdus dans la manière de dérouler le projet, parce que tout le monde n'est pas chef de projet. Et donc, quand toi, tu arrives avec des éléments qui vont lui permettre de dérouler, d'aller dans le bon sens, bah, tu vas juste lui faciliter la vie. À la différence d'un commercial qui arrive et qui fait juste relancer, donc qui va créer de la frustration chez lui, donc avec qui il va plus avoir à discuter. Faut pas oublier que la plupart des directions métiers avec lesquelles on discute ne sont pas forcément des directions commerciales et donc ne sont pas des gens qui sont hyper business, donc sont plutôt des gens qui n'aiment pas trop les commerciaux. Donc dans la façon de relancer, cette méthode te permet de relancer avec de la valeur et donc de pas passer pour le commercial qui arrive avec les dents longues et qui saoule parce qu'il relance tous les jours. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va aussi avoir une autre vertu, c'est sur la communication en interne quand toi tu rentres dans ta boîte. Dire que, tu vois, quand tu sais pas parler correctement de tes cycles de vente, ton manager, et pour avoir managé des gens, ton manager, en fait, ça l'énerve de dire, mais en fait, finalement, t'en es où dans ton deal, quoi? Tu sais même pas me l'expliquer, tu sais même pas quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'en fait, quand tu utilises cette méthode-là et que tu la mets en place, quand tu passes en report, ou quand tu fais ton reporting à ton N+1, en fait, tu es très au clair de dire, bah, tel deal, j'en suis là, la prochaine étape, c'est ça. Ok, très bien. Tel deal, j'en suis là, la prochaine étape, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, en fait, tu fluidifies ta discussion et tes échanges avec tes supérieurs. Donc, en fait, à tous les niveaux, cette méthode te permet de te structurer, quoi. Ouais, et puis ça te permet toujours de penser à bien fixer une étape suivante avec ton interlocuteur, ouais. Exactement. Euh, mais c'est rigolo parce que bon, moi, avant de connaître le terme compelling event, effectivement, moi, j'avais plus en tête le terme rétro-planning. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avant Vive, j'avais envie de créer un outil, une solution pour aider à faire des rétro-planning collaboratifs avec tes prospects. Et en fait, quand on vous a rencontré, on a fait la formation chez nous, la Human School, vous avez beaucoup parlé de ça, hein, de Ouais. compelling event, et finalement, j'y avais pas pensé, mais tu peux effectivement partager un simple Google Sheet avec ton prospect, avec des dates, des étapes et des actions. Mais de toute façon, c'est comme ça que fonctionnent les chefs de projet. Tu regardes on va prendre un secteur qui est proche du milieu du digital, mais le secteur des ESN ou des cabinets de conseil. Quand ils déroulent un projet, ils présentent une roadmap complète de comment va se dérouler le projet, et ils engagent le prospect dessus, et le prospect, ça lui permet de se rassurer, de savoir quelles sont les différentes dates clés à partir desquelles vont être délivrées une partie du projet, une partie des outils, une partie du service. Et donc en fait, ça n'est que faire un parallèle avec ce que fait un chef de projet finalement, mais toi en tant que vendeur. Parce qu'en fait, enfin, notre métier de vendeur, il a changé, quoi. Genre, faut arrêter de penser que aujourd'hui, c'est celui qui a les dents les plus longues, c'est celui qui arrache le plus le plancher. Évidemment que oui, et c'est génial, et c'est l'adrénaline du truc, et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, beaucoup de gens aiment ce métier. Mais il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, tes prospects, ils ont accès à l'information. Il y a de plus en plus de concurrents sur tous les secteurs, qui plus est les secteurs du digital.
Les directions achats, elles se sont tellement fait attraper dans tous les sens entre les années 80 et 2000 par plein de sociétés qui leur vendaient tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, qu'en fait elles se sont complètement durcies. Tu vois, tu as des véritables process maintenant. Enfin, comme nous, les commerciaux, on se process, bah, les acheteurs se processent aussi, en fait. Ils se professionnalisent. Les directions métiers qu'on adresse se professionnalisent aussi dans la manière d'acheter des outils, des services, parce qu'aujourd'hui, une grosse société, tu vois, tu prends une société du CAC 40, elle fait quasiment rien en interne. On pourrait me faire mentir parce que c'est pas vrai, il y en a certaines qui développent des outils, mais à 90%, les outils qu'elles ont, c'est des outils qu'elles ont achetés à d'autres sociétés, en fait. Résultat, les directions métiers ont l'habitude d'acheter des outils. Donc, en fait, quand tu mets tout ça en ligne de mire, toi, tu peux plus juste être un commercial qui vient et qui a envie entre guillemets, passez-moi l'expression, arracher des contrats. En fait, tu dois avoir cette casquette chef de projet. Tu dois prendre conscience que finalement, tes interlocuteurs sont en train de changer, que ton cycle de vente et donc les cycles d'achat sont en train de changer, et ont déjà changé d'ailleurs. Et donc, en fait, il est nécessaire absolument de repenser la manière dont on fonctionne, et de manière plus organisée, plus consultative. Ce que je suis en train de raconter concerne beaucoup le mid-market, le grand compte, un peu moins tout ce qui va être transactionnel, mais tout de même. Et donc, en fait, arriver avec des méthodes comme ça qui vont permettre d'organiser un cycle de vente et finalement de bien ranger sa chambre, hein, tout bêtement. Et ben en fait, ça va te permettre de donner confiance à tes interlocuteurs, ça va te permettre de t'intégrer finalement dans un monde où les acheteurs sont de plus en plus durs, à la différence de ceux qui vont pas vouloir changer et qui continuent à faire de la vente à l'ancienne. Tu sais, un peu où tu navigues à vue, tu réfléchis pas forcément à quelles sont les prochaines étapes et t'essayes pas de construire, quoi. Donc ouais, Ouais. c'est ce non-chef de projet finalement. Aujourd'hui, un commercial qui vend du soft à des sociétés est un chef de projet. Et ça, c'est nécessaire de le comprendre. Parce que sinon tu changes pas, en fait. Ouais. C'est vrai que, bon, là, on en est au 46e épisode du podcast. Et finalement, ce qui ressort de tous ces épisodes, avec tous les invités qui sont des experts de la vente, c'est vraiment cette transformation de la fonction commerciale, où le commercial, ça devient aujourd'hui un consultant Ouais, qui accompagne les projets de ses clients. Et comme tu dis, qui est un chef de projet, et c'est plus quelqu'un qui essaye de placer des contrats ouais. un peu pourris à ses clients, quoi, et qui s'enfuit et qu'on ne revoit plus, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va travailler avec le client. Complètement. Heureusement et malheureusement, nos interlocuteurs, pour la plupart, nous voient encore la fonction commerciale comme une fonction bah, t'as raté tes études, tu fais du commerce, quoi. Malheureusement. Alors qu'en fait, les compétences pour être commercial aujourd'hui, déjà de une, moi qui suis plutôt quelqu'un qui suis, enfin, parce que j'ai fait partie de ces gens-là individualistes dans la vente, à tout faire tout seul. En fait, tu te rends compte que quand tu vends du soft, tu peux juste rien faire tout seul, parce que techniquement déjà tu comprends pas deux mots à ce qui se raconte entre potentiellement ton pre-sales et la partie technique en face. Tu comprends que tu vas pas pouvoir accompagner l'intégralité du cycle de vente tout seul parce qu'il y a des moments où tu vas avoir besoin de gens. En fait, c'est en train de changer. Je trouve que le métier a commencé à évoluer il y a plus ou moins 5 ans. Les mentalités sont en train d'évoluer autour de ce métier-là. C'est un métier qui commence à de nouveau donner envie à des jeunes étudiants de se tourner vers les métiers du commerce dès la sortie des écoles. Et donc c'est très bien. C'est également aussi un sujet avec lequel on se bagarre beaucoup chez Human School, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'interviens pas mal chez eux. Soyez des vendeurs responsables, soyez des vendeurs de qualité, comprenez qu'on n'est plus là pour faire de la vente finalement à l'arraché, que tout a changé. Et aujourd'hui, si tu veux donner à ta carrière un sens qui va dans je veux vendre des choses un peu complexes à des sociétés un peu établies, et bah de toute manière, tu vas devoir adapter la façon dont tu fonctionnes. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On rencontre aujourd'hui encore des gens qui, moi je m'amuse parfois quand je suis en apéro avec des gens que je connais pas forcément, de dire que je suis commercial et de regarder les réactions de chacun. Et je trouve que les choses sont en train de Ouais, commencer à changer parce que tu as des grandes familles dans lesquelles, enfin grandes familles, pas forcément, mais dans lesquelles c'est beau d'être avocat, médecin généraliste, tout ça, et puis tu as, t'as le petit dernier qui est business développeur, et donc forcément ça plante la graine. Et c'est une très bonne chose, et c'est pour ça qu'à ces gens-là, il faut qu'on montre des bonnes méthodes de vente qui soient
on se dise plus du tout, en fait, la vente, c'est mentir et c'est arracher des contrats. Mais plutôt, ouais, en fait, quand tu fais de la vente, toi, tu travailles en équipe sur des sujets un peu complexes, tu structures tes échanges, et donc, tu fais partie de ceux qui ont déjà changé, quoi. Oui, et puis j'ai fait un épisode justement sur construire sa carrière en tant que commercial Ouais, avec Clément Martin. On voit bien que les très bons hein, bah, sont très bien payés. Hein, donc c'est comme un médecin d'ailleurs. Hein, ouais. donc ça devient effectivement de plus en plus une profession qui retrouve, qui retrouve ou qui trouve des lettres de noblesse sur le marché français, quoi. Et, On voit, vas-y, je t'en prie, je ouais, t'en prie. pardon. On voit aussi que, bon, il y a quelques années, effectivement, on voyait bien que les bons commerciaux, c'était des gens qui étaient empathiques, qui étaient dans l'écoute, etc. Et aujourd'hui, en plus de ça, comme tu l'as montré, hein, faut être très organisé, très discipliné. Et du coup, ça s'apprend. Et c'est ce que tu disais au début du commercial, c'est ce que je porte avec Vive aussi, c'est que faut vraiment que les commerciaux passent du temps en formation, en entraînement pour apprendre toutes ces techniques et ces méthodes. Mais ouais, ouais. Tu les improvises pas. C'est un vrai métier, c'est un métier qui nécessite de l'apprentissage et en plus, pourquoi est-ce que le commerce est en train de récupérer ces NLS? Alors ça, c'est ma théorie à moi, mais je pense que elle pourrait être appuyée par différentes sources. Mais on est un peu dans la startup nation quand même, faut pas l'oublier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on a quand même pas mal d'outils tech, on a quand même pas mal de sociétés qui se développent sur des outils un peu complexes de développement, et donc qui sont gérés généralement par des gens qui sont absolument brillants d'un point de vue ingénierie, d'un point de vue développement, mais qui pour la plupart d'entre eux, enfin en tout cas c'est pas la plupart, mais pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui n'ont juste jamais mis le nez dans la vente en fait. Et donc en fait le truc c'est que t'as beau avoir Ouais, le plus beau produit du monde, tu peux inventer Apple, le nouvel Apple, si t'as aucune capacité à aller vendre ton produit, à aller le présenter, à aller apporter de la valeur, juste ton Apple bis, il va rester dans une boîte quelque part en fait. En fait, ouais. c'est aujourd'hui, c'est hyper important et c'est quelque chose que les entreprises sont en train de, je trouve, de plus en plus de recomprendre et de remettre le commerce au centre des attentions. Parce qu'en fait, bah, déjà, le commerce, c'est ce qui te permet de faire de la remontée terrain. C'est ce qui te permet de comprendre ce qui va pas chez tes clients et ce qui va potentiellement pas sur ton produit pour le faire évoluer. C'est ce qui permet de faire évoluer le service client aussi. C'est ce qui permet de mieux comprendre le secteur sur lequel on est. C'est ce qui permet de faire rentrer l'argent. En fait, c'est juste absolument primordial. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, qu'on avait pas mal évolué, qu'on avait pas mal oublié, et qui est en train de changer. C'est une très bonne chose. Voilà. Ouais. Ben écoute, on va arriver à la trentaine de minutes d'entretien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer aux dernières questions sur ces sujets? Ou tu penses qu'on a fait un bon petit Non, tour? écoute, je trouve qu'on a fait un bon tour. Il est possible que j'ai pas forcément tout dit, mais je pense que l'essentiel est là. Donc, on peut avancer. Ok, très bien. Ouais, je dis on va arriver, mais en fait, on a dépassé allègrement les 30 minutes. Du coup, est-ce que, donc c'est des questions que je pose à tous les invités, hein, donc sur du contenu, livre, podcast ou vidéo, est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs qui veulent progresser sur la vente? Bah, en podcast, déjà, Les Héros de la Vente par Alexandre Wauquiez, première étape. Euh, Ah ouais, ouais, je connais, c'est pas mal. Non, bah moi, il y a un livre qui résume beaucoup de choses et qui finalement est la genèse de ce qu'on m'a appris de mieux dans le commerce, qui est ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions. C'est un livre qui a été écrit par Didier Pérodin, Steve Compère, euh, mince, Julien Le Sueur et Quentin Demade. Et donc en fait, c'est un peu un condensé de ce que voit Upto sur le métier du commerce, les métiers du commerce au quotidien. Ils passent un sacré nombre de personnes en entretien tous les jours, donc ils ont quand même une visibilité assez fine de la qualité des gens qu'on a sur le terrain aujourd'hui. Et ils reprennent tous les basiques de la vente finalement, mais comme dans tout, c'est les basiques qui font que t'es fort et même un expert sur un sujet, ça lui fait jamais de mal de revenir aux basiques. Donc ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions, c'est un bon livre de chevet, ça se lit super bien, hyper facilement, c'est 100-150 pages. Et donc, Ouais, c'est vite. allez-y allègrement, que vous soyez des juniors ou des confirmés. Les confirmés, ça ne vous rappellera que des choses que vous connaissez déjà.
ou certaines choses que vous connaissez pas d'ailleurs. Mais les juniors, ça va vous permettre de structurer tout ce que vous faites en fait et de comprendre des clés qui sont des clés basiques, mais qui sont voilà, la base, quoi, simplement. Ouais, très, très bon livre, effectivement. Tu as autre chose ou ça, c'est déjà, selon toi, Non, en termes de une contenu, bonne base? ouais, en termes de contenu, je vais en donner qu'un seul qui est celui-là. Et vraiment, ouais, c'est une très très bonne base. Ok. Est-ce que toi, tu as des routines ou des outils que tu as qui t'aident à être performant chaque jour? Ouais. La routine numéro un, c'est le sport. C'est être bien dans sa tête, c'est se lever le matin et avoir la banane. Et ça passe par, en tout cas pour moi, ça passe par le sport. Je pratique différentes Ouais. choses, pas mal de boxe, ça me fait vachement de bien, ça me permet de me libérer un peu. Je viens d'emménager à Bordeaux, donc on fait pas mal de bodyboard aussi avec des copains. On se lève un peu tôt le Ouais. matin et on va prendre des vagues, donc ça c'est cool. Et puis Tu vas où on va faire du au bodyboard? Ferret et sinon vers Biscarrosse. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est génial, hein. Ouais, c'est plutôt cool. Mais non, enfin, même de manière générale, quand j'étais à Paris, sport le matin avant d'aller au bureau, le week-end, toujours la séance de sport qui fait du bien. Hyper important. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça, mais moi, c'est ce qui me permet d'avoir l'esprit clair, être calme tous les jours, et puis bah d'être souriant et d'avoir envie d'y aller, quoi. Ouais. Non, sinon deuxième chose, bah, moi je sais que si je me fixe des objectifs à trop long terme, j'ai du mal à les tenir. Donc en fait, c'est d'être capable de se fixer des objectifs à court terme qui sont des objectifs qui sont réalisables, à court et moyen terme, quels qu'ils soient, que ce soit dans le pro ou dans le perso, mais d'avoir une vie qui soit rythmée, une vie qui avance. Et donc le fait de se fixer des objectifs, pour moi, c'est absolument essentiel. Que ce soit sur ton sport, que ce soit sur ta vie perso, que ce soit sur un nombre de quantité de calls par exemple que tu veux faire avant une certaine date ou un objectif de chiffre d'affaires, j'en sais rien. Mais se mettre des objectifs, ça permet d'avancer. Pour toutes les personnes qui font Ouais. du sport, les objectifs de base, c'est une compétition sportive, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau d'ailleurs. L'idée, c'est pas d'être numéro un au championnat du monde de triathlon, mais tu vois, on en avait fait un avec Up2. Moi, mon objectif, c'était de le finir. Et pendant un an, ça m'a rythmé en termes d'entraînement, en termes de qualité de vie, en termes de manger sain, en termes de dormir bien. Et donc, ce qui fait qu'en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que bah, tu te réveilles le matin et tu es en forme, quoi. Donc, tu as envie d'y aller. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. C'est- Donc, c'est- C'était quoi l'objectif avec Up2? C'était quoi la compète c'était sportive? le triathlon d'Annecy. Ah, ok, Voilà. d'accord. Ah ouais, triathlon carrément. Ouais, ouais, mais écoute, je fais 1m92, je pèse 95 kilos, donc je suis pas un physique de triathlète. Et l'idée, c'était de le faire pour le terminer. Et en fait, le truc, c'est Ok. que tu vois, t'as l'objectif, mais t'as tout le chemin pour y aller. Et c'est ça qui est intéressant dans ta routine, Ouais. quoi. Voilà. Et un dernier, Ouais, triathlon, moi, j'y suis pas encore au triathlon parce que je suis pas un très bon nageur, ouais. quoi. C'est ça qui me, qui me Ouais, je te freine. rassure, je nage comme une pierre aussi, mais bon. Ouais. Et dernier outil dont je voulais vous parler, c'est un outil que j'ai découvert dernièrement là, qui est la newsletter Snowball de Johan Lopez, qui est le CMO de chez Comet, qui a mis en place une newsletter qui est juste dingue sur tous les sujets d'investissement, quels qu'ils soient. Et donc en fait, c'est un mail que tu reçois une fois par semaine et qui te permet de manière résumée, d'avoir une visibilité sur ce qui se dit sur l'économie, sur la politique, sur les différents investissements à faire, les outils pour le faire, les différentes possibilités que tu as pour créer des revenus complémentaires. Et c'est hyper bien fait. Il y a une application qui est adossée à ça, hyper simple, hyper efficace. Deux possibilités d'abonnement, une première qui est gratuite, une deuxième qui est payante. Et il a créé une espèce de bourse sur sa newsletter où tu prends... bref, la partie payante, tu as accès à différents niveaux d'information qui sont hyper intéressants. Donc la newsletter Snowball de Johan Lopez, pardon, que vous trouverez facilement sur LinkedIn. Bah, écoute, je connaissais pas, je vais regarder ça. C'est intéressant. Je connaissais pas du tout. Bah écoute, très bien, Jérôme, on va passer aux deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement une vente qui t'a marqué dans ta carrière et qu'est-ce que tu en as ressorti, l'enseignement que tu en as ressorti? Ouais, je vais pas citer de nom, mais j'ai une vente en tête qui était
une des ventes enfin, je sais pas si c'est une des plus longues, mais en tout cas une des plus dures à aboutir, avec un interlocuteur qui me faisait absolument pas confiance finalement. En fait, une société qui est une société de 100 personnes qui est sur Paris, sur des sujets assez techniques, un éditeur de logiciels, et qui nous considérait pas comme la bonne société pour l'accompagner sur différents sujets, notamment les sujets de recrutement. Parce que il considérait qu'on était finalement trop généraliste, et que son sujet à lui était beaucoup trop complexe par rapport à ce qu'on était capable de faire. Donc je rame pendant 2 ans à discuter avec le CEO qui me renvoie vers le VP Sales, qui me renvoie vers la DRH, qui elle-même me renvoie vers le VP Sales, et puis finalement il y a un nouveau Sales Director qui est recruté dans la boucle. J'ai eu, je crois, en 2 ans, 6 ou 7 interlocuteurs différents. Et puis tout le monde qui te dit oui, oui, on va le faire, oui, oui, on va le faire, mais finalement ça se déclenche jamais parce que en fait c'était bloqué tout en haut par le CEO qui disait mais nous, enfin moi j'ai pas envie de bosser avec eux, quoi. Et donc en fait ce qui se passe, c'est une société qui a beaucoup de visibilité et qui est une très très belle boîte sur son sujet. Et donc à force d'opiniâtreté, un jour je me retrouve devant le VP Sales, on aime, enfin c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a une cinquantaine d'années, qui est très assis sur son métier, enfin qui connaît très très bien son métier. Et en fait, on finit par se tutoyer tellement on s'est au téléphone régulièrement, et qu'il me dit bah non Jérôme, on n'y arrivera pas. Et je dis bah si, on va y arriver. Et donc finalement il me reçoit dans son bureau. Je mets tout ce que je peux dans la manière dont je fais la vente. Et donc en fait ce qu'il y a, c'est qu'il me dit écoute, on va faire une tentative. Je vais passer ton contrat et ta proposition à la direction financière. Et en fait il s'avère que là on se retrouve 2 semaines plus tard en call avec mon manager de l'époque, qui était lui à distance, le VP Sales et le DAF avec qui j'avais jamais parlé, et qui est quelqu'un qui est absolument, mais je pense le négociateur le plus dur avec lequel j'ai jamais négocié. Et donc en fait, où carrément il nous dit écoutez, en entrée de call, au bout de 20 secondes, il prend la parole, il dit écoute Jérôme, de toute façon, enfin écoutez Jérôme, c'est pas compliqué. Les conditions, si vous voulez bosser avec nous, c'est celle-là ou rien. Point barre. Je raccroche, je vous laisse réfléchir, vous me rappelez si vous voulez bosser avec nous. Le mec raccroche. Je me retrouve au téléphone avec mon manager et le VP Sales, et je lui dis écoutez, par contre là, il va falloir m'aider parce que je veux bien tout ce que vous voulez, mais finalement, là, très clairement, la discussion est complètement bloquée. On rappelle le DAF, s'ensuit une discussion de 3/4 d'heure, mais extrêmement houleuse. Et en fait, il jouait très très bien son rôle d'acheteur parce que on voulait vraiment bosser avec eux. Et il a pas réussi exactement à obtenir ce qu'il voulait, mais en tout cas, on s'en est rapproché parce que tout simplement, ils ont une très très belle visibilité, qu'on avait beaucoup envie de bosser avec eux. Et que t'as beau mettre en place tous les stratagèmes que tu peux, t'as beau avoir ton manager sur le call, t'as beau faire tout, enfin, avoir bien préparé ta négo, t'as certaines personnes comme ça qui sont des gens qui sont habitués à négocier et qui sont capables de te plier des contrats. Et le fait de l'avoir reçu, on avait reçu un beau contrat derrière quand même. Le fait de l'avoir reçu, c'était plutôt une fierté, et ça a duré au global quasiment 2 ans et demi. Donc ouais, c'est une vente dont je me souviens. Et c'est quoi l'enseignement que tu retires? L'enseignement que je retire, déjà, c'est qu'il faut rien lâcher. Quand tu fais de la vente, faut aller jusqu'au bout. Faut être capable de se créer un champion. Moi, sans le VP Sales, impossible de signer. C'était complètement mort. Et puis ouais, c'est ça. Enfin, le fait de pas avoir peur aussi de se confronter à des interlocuteurs qui vont jouer des rôles d'acheteurs, et donc qui sont pas là pour être sympa avec toi. Et donc toi, il faut être capable de, Ouais. de rentrer dans ton rôle de vendeur, en défendant tes positions, tout en avançant, pour permettre de closer un deal. Voilà un petit peu. Ok. Bah, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Du coup, dernière question, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu me proposerais qui? Eh ben, je vais te parler de 2 personnes. La première, c'est Vincent Coirier, qui est de chez Partout, qui a mis en place la méthode médic au sein de sa structure. C'est le CRO de Partout. En fait, il a structuré l'intégralité de ses équipes et des process de son équipe commerciale autour de Médic. Il y a un super article là-dessus sur LinkedIn que je vous invite à lire. Et donc en fait, quand il en parle lui Ouais. derrière, ça va jusqu'à comment je forecast grâce à Médic, comment j'organise mes opportunités grâce à Médic. Et donc ça vaut potentiellement le coup qu'il en parle. Et une deuxième personne que j'ai rencontrée il y a un peu moins d'1 an, qui s'appelle Nicolas Forcade, qui est le VP Sales d'une société qui s'appelle Viva System,
qui a un parcours juste dingue dans la vente, qui est passé par des Salesforce, qui est passé VP Managing Director chez Talentsoft, aujourd'hui qui est dans une autre structure, et qui, en plus d'être un mec humble, est un mec absolument bon sur son sujet. Donc ça pourrait être intéressant de l'avoir au micro, quoi. Voilà. Ok, très bien. Je suis en train de les ajouter là sur LinkedIn et ils vont recevoir un message dans quelques minutes. Voilà. Ok, écoute, merci Jérôme. On a respecté le timing. C'était un top épisode là. J'espère que les auditeurs, ça va les aider à améliorer leur cycle de vente. J'espère que l'expérience t'a plu également. Parfait, c'était très bien. Merci. Écoute, on te souhaite une bonne continuation. Si les auditeurs veulent te contacter pour avoir de l'aide sur leurs activités commerciales, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Ouais, très bien. Une demande de contact sur LinkedIn, et puis après on prend un call, quoi. Ok. Écoute, à bientôt, bonne rentrée, et puis continuez à faire des ventes, et à bientôt tout le monde. Merci Alexandre, à bientôt. Au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!